Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre webinaire Relance de l'activité, ai-je pensé à tout? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Charlotte Sarthe, je travaille pour le cluster Digital Aquitaine et plus spécifiquement pour Smart 4D qui anime les entreprises de la simulation numérique en Nouvelle-Aquitaine. Avant de commencer, quelques règles à retenir afin de garantir le bon déroulement du webinaire. Merci de couper vos micros pendant la session. Vous pouvez poser vos questions directement dans l'onglet questions en haut à côté du chat. La présentation vous sera envoyée à la fin du webinaire et un replay vous sera envoyé à la fin du webinaire également. Je laisse maintenant la parole à mon co-animateur Philippe Fioravanti de Aerospace Valley. Merci Charlotte pour tes précieux conseils. Bienvenue à ce webinaire organisé par Smart Cadet et Aerospace Valley sur un thème qui nous est cher, la relance d'activité ou rebond industriel. Alors, vous allez dire pourquoi travailler sur le rebond? Tout d'abord parce que nous y croyons et qu'il faut l'anticiper pour aider nos entreprises. Toutefois, un rebond se prépare. Il se prépare en s'appuyant sur les aides qui sont proposées, en ayant connaissance de sa mécanique et surtout en partageant, comme nous le faisons ce matin, nos retours d'expérience. Nous proposons donc d'illustrer tout cela très concrètement par l'exemple avec un plateau très riche d'intervenants qui sont par ordre d'apparition Marc Lecouvet pour la région Nouvelle-Aquitaine, Alexandra Desserre pour l'agence Smart Industrie, David Macheneau pour OPO, Daniel Touéry pour la société TopTech, Fabrice Carrère pour la société Adeto, Serge Dumas pour la société Gilis Aerospace, Sébastien Lebeau pour la société AT Industrie et Julien Maranon pour la société Eco Micro. Avec Charlotte, j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire. Je suis moi-même Philippe Fioravanti d'Aerospace Valley et je suis détaché de la société Dassault Aviation. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire et à toi Marc pour ouvrir le bal. Ok, merci Philippe. Pour ma part, donc, je vais vous évoquer le sujet donc, des aides dédiées donc, à la relance qui sont aujourd'hui donc, disponibles donc, sur 2020-2021. Donc, sur la première diapo qui est ici, donc j'ai tenu à vous disposer sur cette planche donc, les nouveaux dispositifs en vigueur actuellement pour accompagner donc, les entreprises industrielles néo-aquitaines dans leur résilience et leur rebond. Alors, ce sont bien de nouveaux dispositifs qui ont vu le jour depuis ces dernières semaines et qui sont prolongés jusqu'en 2021-2022. Ces dispositifs complètent les outils financiers, donc les dispositifs de droit commun usuels en subvention ou en avance remboursable, que nous autorisent donc nos règlements d'intervention en ce qui concerne donc, la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, sur le côté rouge, donc, ce sont ces nouveaux dispositifs, donc dépendants du conseil régional. Je vais surtout être focus, moi, sur l'action Rebond PME et le programme Usine Future, sachant en tout cas qu'il y a d'autres dispositifs concernant la transition énergétique et environnementale sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais pour lesquels, si vous êtes intéressé, vous pourrez me contacter par la suite. Sur le volet transformation numérique, il y a énormément de choses. L'idée étant d'accélérer la transformation numérique des entreprises en minimisant donc, l'exposition aux cybermenaces. Donc, il va y avoir des phases de sensibilisation. Il y a également des centres de ressources qui vont être disponibles sur Niort et Mont-de-Marsan. Des audits flash aussi dès janvier 2021. Des appels à projets qui sont proto-impact, logiciel libre. Donc, beaucoup de choses sur ce volet transformation numérique menées par la direction du numérique chez nous. Côté export, il y a aussi de nouveaux chèques export donc, alors individuels pour 2 000 € max ou collectifs là aussi pour 2 500 € max qui sont disponibles pour les entreprises. Il va y avoir aussi 2 dispositifs exceptionnels pour la priorisation du marché export ou la prospection à distance. Ingénierie financière et fonds propres, pareil, un fonds de prêt dénommé Résistance Nouvelle-Aquitaine pour les TPE-PME, donc il existe déjà, un fonds de relance Nouvelle-Aquitaine en cours de constitution. Donc je vais poursuivre là, donc, sur Rebond PME et l'usine future. Juste rapidement sur le bloc vert, c'est ce qui, je vous affiche aussi les dispositifs de soutien à l'industrie de l'État dans le cadre du plan de relance national de l'industrie. Donc, ce sont des appels à projets pour l'investissement, la modernisation de l'industrie, des aides aux investissements dans l'industrie du futur et du soutien à la décarbonation, on va dire, et l'efficacité énergétique. Pour l'important, la plupart de s'achever en 2020. En fait, ils sont prolongés jusqu'en 2021, voire 2022. Vous avez entre parenthèses donc les montants.
Aujourd'hui, factuellement, plus de 300 dossiers ont été déposés. Il y a d'ores et déjà 37 lauréats qui ont été choisis, qui ont été élus par l'État, 37 dossiers donc sur 300. Le messager, on travaille avec la Directe. On travaille avec la Directe étroitement sur ces dossiers déposés par les entreprises. Et donc, pour les entreprises qui ne seraient pas retenues par ces appels à projets, il est plus que probable, en tout cas, qu'on reprenne ces dossiers donc, qui ne seraient pas retenus, donc pas financés par l'État. Donc, à la fin de ma présentation, je vais vous donner des contacts supplémentaires. Donc, j'enchaîne donc sur le sujet que je voulais porter à connaissance, donc, qui s'appelle l'action Rebond PME, qui a démarré donc fin octobre, début novembre, qui concerne donc les PME de plus de 50 salariés à 250 salariés. Pour les moins de 50 salariés, il y a un dispositif clone qui est mené par la CCI régionale, aussi avec laquelle nous collaborons étroitement. Donc là, je reste focus sur les 50 à 250 salariés. Il s'agit bien donc d'une prestation de conseil stratégique, donc une première étape d'état des lieux, mais l'essentiel de la prestation, donc entre 5 et 8 jours, porte bien sur des ateliers de travail avec les équipes concernées, donc suivant des thèmes qui sont choisis par l'entreprise lors de la phase d'état des lieux. Donc, c'est l'opportunité de s'appuyer gratuitement pour le dirigeant sur une expertise extérieure pour analyser les impacts de la Covid-19 sur son activité et modèle d'affaires, pour identifier donc des ressources mobilisables, les risques, les opportunités, définir et lancer avec ses équipes un plan d'action à court terme pour dégager de la valeur. L'idée étant bien de désisoler le dirigeant dans cette période de grande incertitude. Donc, selon la situation de l'entreprise, les priorités définies par le dirigeant, la prestation de conseil contribuera donc à soutenir, certes, le dirigeant, protéger et réengager les équipes, voire rassurer, ou également rassurer et fidéliser les salariés, regagner la confiance des clients, analyser de nouvelles opportunités, que ce soit en diversification, en croissance externe, et étudier donc les besoins de l'entreprise pour saisir ces opportunités. Donc, les entreprises visées, j'ai dit entre 50 et 250 salariés pour cette action Rebond PME, ne sont pas uniquement celles qui sont en situation critique, mais aussi celles qui n'attendent pas forcément donc une baisse de CA, mais qui entendent donc se développer via une nouvelle activité, une organisation ou le rachat, la croissance externe, le rachat d'une structure externe. Donc, le coût zéro reste à charge pour l'entreprise. Dans le carré rouge, vous voyez ici donc où avoir plus d'informations, donc sur le site des aides du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ou tout simplement à l'adresse rebondpme@nouvelle-aquitaine.fr. Deuxième dispositif un peu plus connu, en tout cas sur le territoire néo-aquitain, c'est le programme Usine Future, qui est mené donc depuis 2014. Donc là, on en est dans la troisième phase. On a renforcé le diagnostic Usine du futur donc, sur les thématiques technologie de production, usine durable, transformation numérique. Donc aujourd'hui, effectivement, en octobre, on a recruté la première cohorte de 120 entreprises. Donc, ce sont des entreprises industrielles entre 20 salariés jusqu'à l'ETI, donc 4 999 salariés. Le diagnostic donc, porte sur 5 piliers. Alors, on le veut plus systémique à ce qu'il n'était. Donc, les 5 piliers sont la digitalisation de l'entreprise, la performance de l'organisation industrielle. Oui, donc ça se rapproche effectivement du lean management, mais pas que. Troisième pilier, donc les technologies de pointe de production à l'ère du numérique, un volet usine durable et bien entendu, encore à l'ère, le facteur humain, donc comment les personnels, comment les équipes s'impliquent dans les gains de compétitivité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, effectivement, si on regarde en rétro, 600 entreprises ont déjà été diagnostiquées sur les phases 1, phase 2. La phase 3 a démarré donc début octobre. Elle court jusqu'à 2022-2023 minimum. 120 entreprises ont déjà été recrutées, donc ça c'était en octobre. Elles démarrent les diags. Ah oui, donc la prochaine fenêtre de candidature ouvre à partir de maintenant et donc se refermera fin mars pour un démarrage opérationnel début avril. Donc en clair, on recherche de nouveau une centaine d'entreprises PME industrielles de plus de 20 salariés, jusqu'à 4 999, donc d'ici fin mars 2021.
Dernière slide, donc ce que je disais en intro, donc je ne m'étends pas sur tous les autres dispositifs de la région Nouvelle-Aquitaine, juste un rapide image pour les dispositifs de l'État, donc que j'évoquais précédemment en intro. Vous avez les six appels à projets principaux de France Relance, et dessous en bleu, donc les contacts, des contacts directs. Et j'insiste, donc nous travaillons très étroitement avec la directe pour les bénéficiaires, les entreprises qui auraient déposé et qui ne seraient pas donc retenues par l'État. Ces dossiers peuvent être seront repris en tout cas par la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc en bleu, les contacts directs suivant les appels à projets considérés, l'appel à projet modernisation aéronautique, automobile, surtout l'appel à projet résilience dédié à l'électronique, entre autres, le soutien à l'investissement industriel dans les territoires, et pour finir, le guichet ASP, technologie de l'industrie du futur, tout nouveau, et qui sont prolongés, je répète, sur 2021, voire 2022. Je suis allé très vite, j'ai épuisé mes 7 minutes. Donc, est-ce que je passe la main ou peut-être une question? Alors, il n'y a pas de questions. Vous pouvez les poser Je suis trop vite. Donc, je passe la main au suivant, et puis sinon, en fin de session. En fin de session, voilà, je suis à votre disposition pour répondre à la question. C'est parfait, merci Marc. On laisse la place maintenant à Serge Dumas. Oui, bonjour. Je suis Serge Dumas et je suis ravi d'intervenir aujourd'hui. Le but de mon intervention, c'était simplement de vous parler comment on avait réagi, nous, en Industrie 4.0 et comment on avait passé la crise. Mais quelques mots sur l'entreprise d'abord. Notre entreprise, on est une quarantaine de personnes et on est spécialisé dans la production de fixations pour l'aéronautique, le spatial et le secteur militaire. Vieille entreprise, donc 50 ans. J'aurais même échangé une quarantaine d'années de mauvaises expériences contre seulement 10 ans de bonnes pratiques. Mais bon, la boîte a 50 ans. Et donc, on s'était inscrit pour être le plus agile possible dans le plan Performance Industrielle 1, Performance Industrielle 2. Et d'abord, Industrie 4.0, pour moi, c'est une suite logique. Suite logique parce que si on veut être efficace et si on veut surtout se protéger probablement de concurrents qui vont rentrer dans le secteur après cette occasion-là de rebattre les cartes qui est donnée, les concurrents vont arriver ils seront natifs 4.0. Et si nous, on a notre lourdeur pondérale et la lourdeur de l'expérience, eh bien, on va se faire coiffer sur le poteau et voire même on va disparaître. Donc, impérieuse nécessité de coller à la réalité du terrain et donc de pratiquer les dernières pratiques pour être les meilleurs en industrie. Nous, on a été agile, on a pu s'adapter durant cette crise et on va sortir un peu cabossé, mais seulement avec moins 6% cette année par rapport à d'autres collègues qui ont eu moins 40%, parce qu'on a su probablement capter les demandes de nos clients, les digérer et y répondre. Et c'était quoi? C'était mesurer nos temps de passage, c'était faire des rituels et les maintenir pour capter ce qui n'allait pas au moment et prendre des actions correctives simples pour corriger. Tout cela, moi, si j'avais un conseil à donner à mes pairs dirigeants, fût-ce-t-il de petites entreprises, c'est que s'ils ne s'impliquent pas, eux, dans la dimension qu'ils veulent donner à ce projet, alors le projet fera pchit. Ce projet-là, il a une tendance fâcheuse à faire comme le soufflet, à retomber. Et si on ne le maintient pas en investissant la part managériale, alors ça ne marchera pas. Et d'autre part, et je remercie là l'occasion qui m'est donnée de Daniel Touéry et TopTech en général, c'est une boîte qui nous a bien aidés en mettant des mesures
concrètes devant chacun des problèmes. Donc, les temps de passage, j'en ai parlé, on les pilote. Les délais et l'OTD, on l'a réduit sensiblement et on a aussi réduit notre non-qualité au poste. Tout ça par des pratiques basées sur qu'on peut appeler même du bon sens paysan, mais ça a marché. Donc, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on va vers l'industrie 4.0, on peut penser que c'est pour les autres, c'est plein de machins. Eh ben non, c'est pas des machins, c'est des trucs pratiques, au poste, on fait des tournées, on piège les difficultés sur le terrain où elles se produisent, on les éradique, on est efficace, et en fin de journée, on regarde si on a été au rendez-vous de la journée. Si je prends 2 minutes de plus, on s'est organisé pour que nos pilotes d'îlots travaillent toutes les heures pour que la journée soit réussie. On s'est organisé pour que le responsable industriel travaille tous les jours pour que sa semaine soit réussie, et on a les indicateurs. Et moi, je collecte tous les indicateurs de la semaine pour que mon mois soit réussi. Et là, on s'en est sorti. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais je suis arrivé au bout de ce que j'avais préparé pour ce matin. Non, mais Serge, c'est parfait. Nous te remercions pour cet excellent témoignage et en tant qu'industriel, je ne peux que reconnaître tous ces propos. Donc, suite. Merci Serge. Merci, au revoir. Merci Serge. Bonjour à toutes et à tous. Comme le webinaire s'appelle « Ai-je pensé à tout ?», on va simplement décrire un petit peu à quoi il faut penser en période de rebond. Donc, ça se structure autour des 3 étapes qu'on voit à l'écran. 1, être capable de redémarrer. 2, reparamétrer son système. Et 3, réengager sur la nouvelle voie qu'on a définie. La marche du bas, c'est un socle qui va servir aux marches d'après. C'est-à-dire que redémarrer, c'est sur 2 piliers. C'est à la fois relancer la machine. Donc, c'est être capable, c'est ce qu'on a tous vécu et dans les usines au mois de mars, c'est être capable de remobiliser les collaborateurs et les collaboratrices, s'adapter aux conditions sanitaires et puis relancer les flux à la fois avec les clients, avec les sous-traitants, puis dans les usines. Avec le retour, ce qu'on peut voir, c'est que le facteur clé, ça a été d'être capable d'accueillir la personne au-delà de l'employé, parce que on est tous retournés dans les usines avec des questions à la fois professionnelles, comment faire tourner l'usine dans ces conditions, mais aussi personnelles, comment on se protège notamment du coronavirus, comment on gère les enfants qu'on avait à la maison quand l'école a été fermée. Donc, c'était vraiment cette capacité à relancer la machine. Le deuxième pilier qui est hyper important et qui vient d'être très, très bien décrit par Monsieur Dumas, c'est d'être capable de passer en pilotage de crise. Donc, trois choses. 1, c'est changer les objectifs et se remettre très souvent sur la gestion de la trésorerie en prio numéro 1. Et puis, les 2 autres choses, c'est d'être capable de resserrer le pilotage, les rituels pour prendre des décisions de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinente, et en exploitant tout le potentiel du digital, ce qui permet de prendre de bonnes décisions parce qu'on a les bonnes informations. Là, le recul qu'on a aujourd'hui dans les usines, c'est qu'il y avait 2 écueils. On a vu, par exemple, sur le premier écueil, ça a été de ne pas passer en mode pompier, donc d'être capable de ne pas lâcher les rituels. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise 60 personnes qui a lâché tous les rituels pour aller plus vite et qui, au final, a pas réussi a eu du mal à repartir sur de nouveaux rituels parce que le pilotage de crise, en fait, ça va durer. Et ce pilotage à maille très courte, quotidienne, voire hebdomadaire, c'est quelque chose qu'on va devoir garder pour la suite. Et le deuxième écueil, c'est tout ce qui est digital. Aujourd'hui, il y a des solutions pour exploiter la donnée. Il y a des solutions pour échanger des informations autres que le téléphone ou les mails. Il y a des solutions pour faire des revues de performance, non plus sur tableau blanc, mais de manière digitalisée comme Fabric par exemple, ce qui permet de faire des revues de performance même avec une fonction support qui est hors site, qui se connecte en télétravail. Donc voilà, donc 2 choses, redémarrer en relançant la machine et en mettant un pilotage à la fois à maille très serrée et digitalisé.
Quand on arrive à faire ça, on peut passer à l'étape d'après parce qu'on peut lever la tête du guidon. Les équipes sont engagées, on redémarre et on cherche à reparamétrer revoir sa stratégie et reparamétrer son système industriel en conséquence. Donc ça consiste à adapter très souvent sa voilure, réfléchir à un pivot ou pas. On aura une explication tout à l'heure pour expliquer comment on peut le faire. Et du coup, repenser sa place sur la chaîne de valeur. Est-ce que je peux, avec mon écosystème, changer la manière d'apporter du service ou de certains produits? Est-ce que je dois changer de terrain de jeu? Est-ce que je peux m'appuyer sur un partenaire pour aller vers d'autres formes de produits? Donc, c'est ce reparamétrage-là qu'on va ensuite réengager, et ça sera la dernière étape. Et finalement, le réengagement, une fois qu'on a une entreprise qui tourne en pilotage de crise serein et une vision qui se clarifie sur une nouvelle stratégie, on va la réengager, mais dans un contexte qui est aujourd'hui, qui reste très volatile, incertain. Donc, on va tester. Il faut être à boucle très courte avec son marché. Et puis, on va garder cette logique de pilotage à boucle courte. Finalement, c'est est-ce que je suis agile dans ce engagement avec le pilotage dont on a parlé, qui est le socle du bas? Est-ce que ma stratégie s'appuie bien sur mon écosystème? Et puis, du coup, il reste que c'est beaucoup sur l'impulsion du dirigeant et comment il va soutenir les équipes, ce que va présenter Daniel maintenant. Hop là. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Daniel Touéry, Société TopTech. Écoutez, effectivement, il y a tout un plan d'action à définir, mais malheureusement, pour côtoyer bon nombre de PME et ETI dans mon quotidien, je vois des plans d'action qui sont souvent très conceptuels, qui sont très, voire trop éloignés du quotidien des équipes, et ces équipes qui ne voient pas comment mettre ces plans d'action en œuvre. Beaucoup de verbes d'action, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais finalement, peu de mouvement. Serge Dumas, tout à l'heure, a parlé justement d'actions simples, terrain, à maille courte, qui parlent aux gens. Et c'est ça, en fait, qu'on vous propose donc de mettre en œuvre, c'est finalement passer de la théorie au faire, d'accord ? Donc, il y a un proverbe chinois qui dit d'ailleurs, enfin qui est soi-disant chinois, qu'un imbécile qui marche, il ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Alors, bon, je pense que je modérerai un peu ce proverbe parce que il est évident quand même qu'avant de se mettre en mouvement, il faut quand même donner une direction. Donc, se donner des objectifs simples et une ligne de conduite. Serge l'a bien dit. Une marche après l'autre, mes indicateurs à l'heure pour la journée, mes indicateurs à la journée pour la semaine et mes indicateurs à la semaine pour tenir mon mois. Donc, c'est le rôle du dirigeant, là, de fixer la stratégie. Et Serge a également bien parlé de l'implication du dirigeant qui est là pour donner le cap, finalement, donner et se donner aussi à lui-même, hein, puisque la délégation n'exclut pas l'exemplarité, pardon, ne se délègue pas. Donc, il faut se donner des objectifs simples, à court terme, voire très court terme. Attention, bien sûr, à ne pas tomber dans la paralysie de la perfection. Donc, l'important, j'insiste, c'est sur la mise en mouvement. Il faut que les équipes voient que les choses bougent et qu'on n'est pas dans un attentisme. Le deuxième point, c'est finalement de définir ses priorités, donc de reprise. Il faut cascader à un moment donné et choisir un certain nombre je dirais, d'actions à mettre en œuvre. Peut-être qu'il faut préférer un plan d'action opérationnel court terme et privilégier l'efficacité, même si on laisse un peu de côté l'efficience pour le moment. D'accord, je livre mes clients, tant pis si je suis un peu moins bien organisé, mais que ça me coûte un peu plus cher. Mais en tout cas, je maintiens cette relation avec le client et ne pas chercher à vouloir tout traiter, tout accepter et d'en laisser un peu pour demain. Enfin, moi, à titre personnel, ce qui a changé ma vie, c'est quand j'ai compris que TopTech ne serait pas une société parfaite. Du coup, on fait des choix, et des choix qui sont pertinents et juste efficaces pour l'entreprise et pour nos clients, bien évidemment. Ensuite, le troisième point est le suivant, finalement, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu entourés. Ça se concerne vraiment la mise en œuvre. Donc, il faut décliner un plan d'action opérationnel court terme, au jour le jour, décomposer les objectifs de l'entreprise, on en a parlé, à l'heure, s'il le faut, à la journée, à la semaine, toujours sur un court terme, et puis surtout faire confiance à ces équipes, parce que finalement, c'est elles qui sont au quotidien et qui ont souvent les solutions. On voit trop de plans d'action qui émanent d'une direction générale et qui sont complexes ou pas compris pour une mise en œuvre sur le terrain. Donc, j'attirerai là votre attention, un petit peu une alerte.
la paralysie de la perfection, toujours bien sûr la mise en mouvement, hein, comme tout à l'heure, et aussi ne pas succomber aux sirènes de « Ah ben notre nouveau logiciel va résoudre tous ces problèmes » ou je vais mettre un MES qui va tout monitorer, c'est bien. Donc on aura beaucoup d'indicateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout qu'en plus, on peut nous dire aussi on va avoir des nouveaux locaux, etc. Mais je pense que dans les périodes de crise, les investissements sont limités. Donc il faut vraiment travailler juste avec ce que l'on a. Pour le point 4, il est important à ce stade de confier la mise en œuvre donc, aux équipes et de les soutenir. Donc ça, Serge l'a très bien dit, le rôle du dirigeant et des managers de proximité est vraiment prépondérant, montrer aux équipes les progrès qui sont faits. On a souvent tendance à faire des progrès, puis pas se rappeler d'où on est parti. Donc l'idée là, c'est que les managers de proximité et le dirigeant en relais soient là pour soutenir les équipes de terrain. Bien évidemment, il convient de mesurer justement ces résultats et les progrès que l'on a fait. Comme je disais tout à l'heure, pas vouloir mettre un tableau de bord d'avion pour mesurer des choses simples. Personnellement, je fais 50 000 km par an. Moi, j'utilise 2 indicateurs. C'est mon compteur de vitesse et ma jauge d'essence. Ben, vous savez quoi? J'ai mes 12 points sur le permis et je ne suis jamais tombé en panne d'essence. Et donc, ça, avec 2 indicateurs, on arrive à faire ça. Donc, je pense que ça doit être possible quand on localise en fait ces indicateurs aux bons endroits dans la production. Alors parfois, avant de parler de big data, bien souvent du bâtonnage suffit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de big data à un moment donné, mais c'est quand on est en train de chercher les pouillèmes qui nous manquent. En management de crise, bien souvent, des solutions simples sont les plus efficaces. Et donc, bien cascader, et Serge l'a bien dit, nos indicateurs à la journée, à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, etc. On monte un escalier marche après marche. C'est la meilleure façon d'arriver en haut. Les indicateurs, on parle souvent de KPI. Certains dirigeants parlent d'indicateurs financiers. Moi, je parle aussi d'indicateurs de facteurs de comportement des managers. Par exemple, des indicateurs de gestion active, des facteurs de considération, des orientations objectifs, des indices de supervision active, là, qui vont vraiment concerner le management des équipes. Est-ce que mes managers, à qui finalement je confie les clés du camion tous les jours, seront bien au rendez-vous à la fin de la journée, à la fin de la semaine, etc. Et puis le dernier point, c'est lorsqu'on pilote, il faut ajuster ses plans en fonction des résultats obtenus. Et c'est là que finalement, j'allais dire, tout recommence, parce qu'on va itérer. C'est-à-dire que par rapport aux résultats, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, comment je vais ajuster, comment de nouveau je vais encourager mes équipes, etc. En conclusion, je pourrais dire que si la présence du dirigeant est importante pour donner le cap, elle l'est tout au long du processus de rupture, de redémarrage, car les équipes doivent percevoir un soutien sans faille du dirigeant et de ses managers de proximité. Là, c'est pourquoi chez TopTech, on parlera de mutation organisationnelle et comportementale. Et puis, vous allez voir un petit truc magique, c'est que finalement, tout ça, on vient d'en parler, définir des priorités de reprise, piloter son plan de reprise, ajuster son plan de reprise. Mais en fait, si on pouvait envoyer la diapo suivante, parce que je n'arrive pas à le faire, voilà, on s'aperçoit que ça marche aussi dans le quotidien, parce que on va du coup acquérir des bonnes pratiques durables, et tout ce que je viens de vous dire là peut être mis en œuvre dans le quotidien d'entreprise et au-delà de la crise pour avoir une entreprise qui performe. Voilà, dans le quotidien. Merci Daniel. Merci Daniel. Du coup, bonjour à tous, Alexandra Deter de l'agence Smart Industry. Je trouve ça super pertinent pour commencer d'arriver après David et Daniel qui ont présenté justement l'importance de redéfinir les bons indicateurs et la bonne stratégie. Daniel disait justement que dans un premier temps, le plus pertinent n'était pas d'aller chercher une solution digitale à tout prix et à quel prix justement. Et je trouve ça vraiment pertinent d'arriver après cette explication et cette démarche, puisque c'est vrai que quand on rencontre les industriels et quand on commence à parler de stratégie de digitalisation et de rebondir avec le digital, on peut pas digitaliser tout et n'importe quoi, je dirais.
Et évidemment qu'il faut une structure et une stratégie qui a été élaborée par des sociétés telles que celle de Daniel et de David avant, pour pouvoir prioriser et pour pouvoir extraire et digitaliser des non-valeurs ajoutées qui ont été avant définies. Et donc, voilà, je trouve ça pertinent et c'est intéressant ce petit clin d'œil. Donc, dans mon cas, j'avais décidé de revenir sur 3 choses qui me semblent importantes pour rebondir grâce au digital. Dans un premier temps, recentrer évidemment le débat sur le client et comment optimiser la relation client avec de l'automatisation. Recentrer aussi son débat sur la création de valeur, donc automatiser des tâches à non-valeur ajoutée, pour au final passer plus de temps sur des choses qui créent de la valeur, que ce soit en production ou dans le pilotage. Rendre compte sur le même principe en temps réel du pilotage d'indicateurs qui ont été évidemment définis avant. C'est absolument pas le digital qui va porter la stratégie d'indicateurs et la stratégie de pilotage, mais c'est bien la digitalisation qui va vous permettre d'optimiser ce temps-là et de rendre compte de la manière la plus simple et la plus automatisée possible les choses. Je pense que c'est important aussi de prendre conscience de son système d'information. Je vais en revenir juste après dans la slide suivante. Donc dans la slide suivante, j'ai décidé de traiter la partie digitale sur un tableau de bord. Ce qui est bien, c'est que ça fait le lien avec les indicateurs. Et donc j'ai décidé de cibler vraiment 4 domaines qui me semblent importants de cibler comme le digital pour justement favoriser votre rebond. Dans un premier temps, le digital peut vous aider à optimiser votre organisation et votre stratégie. Évidemment que un premier step reste le pilotage papier et Excel. Il faut passer par un pilotage drastique, des stratégies qui ont été définies. Encore une fois, évidemment, les discours de Daniel et de David font forcément écho. Et puis, progressivement, on va essayer d'ajouter de la digitalisation à cette organisation et cette stratégie. D'abord, évidemment, par l'intégration de workflow via ou non le RP, des choses qui vont potentiellement automatiser certaines tâches, favoriser la communication, favoriser l'organisation et, on va dire, la communication de la stratégie à travers les équipes. Évidemment, intégrer de plus en plus une méthode agile, une méthode de court terme qui va nous permettre d'être plus agile sur le terrain et sur le pilotage, surtout en cette période de Covid. Et puis, dans un temps bien plus, je dirais, élaboré, intégrer le BI et forcément les big data. Encore une fois, faire du big data, c'est bien. Faire du big data, en tout cas, le terme big data est un terme qui est ultra en vogue actuellement. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas étudier des données si nos données de 1 ne sont pas fiables et de 2 ne sont pas optimisées pour piloter notre stratégie. Donc c'est important évidemment d'avoir des paliers et des steps, ce qu'on va appeler des marches dans la digitalisation. C'est pas parce qu'on en est à la marche 1 que on n'est pas bon ou on va pas optimiser notre business. La seule chose, c'est qu'il faut prendre la marche de l'industrie 4.0 et du digital comme des paliers et ne pas brûler les étapes. Un point précis sur la partie système d'information, parce qu'évidemment, on parle de l'industrie 4.0, on parle de la digitalisation, on parle encore très peu, je trouve, du système d'information et de la structure informatique qui va avec, et ça a tout son importance, puisqu'on ne peut pas porter une stratégie de digitalisation si on n'a pas défini notre stratégie informatique à part entière, et ça passe par bien gérer ces incidents internes, que ce soit serveur, que ce soit réseau, que ce soit Wi-Fi, ça va même sur des choses qui sont très basiques. On ne peut pas se permettre d'aller sur de la digitalisation si on n'a pas géré et si on n'a pas une gestion des incidents, si on ne mène pas une audit des actifs, si on n'a pas en tout cas une gestion du PCA ou du PRA, donc un plan de continuité d'activité, voire un plan de reprise d'activité dans notre système d'information. C'est des choses qui sont très importantes et qui sont parfois négligées dans des digitalisations. C'est recentrer un peu le débat. Un point aussi sur la partie confidentialité et PSSI, c'est des choses qui sont, encore une fois, pas forcément
mis en avant de prime abord dans des stratégies de digitalisation, et c'est très important de s'arrêter sur ces points-là et de bâtir une stratégie de digitalisation en accord avec la confidentialité des données qu'on veut mettre en place et une politique de sécurité en adéquation avec la stratégie. Et évidemment, des plans de sauvegarde pour la partie données, big data, surtout si on va sur le big data, qui soient en adéquation avec les choses. Sur la partie client, et gestion client, je dirais, évidemment, ça ne va qu'en croissance de la même manière. Le digital peut vous apporter une meilleure gestion de votre business. Le digital ne va pas forcément vous apporter du business, mais il va supporter votre stratégie par rapport à ça. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on va essayer de la même manière de passer des étapes, passer des paliers. Et puis sur la partie création de produits, donc la création de valeur dans une industrie, c'est pareil, je pense que ça passe par des steps, par des marches. Et si vous le voyez toujours en accord avec ce qu'ont dit David et Daniel avant, si on voit des digitalisations poussées d'opérationnels type MES, interconnectivité via des capteurs, voire de l'AR ou de la VR, il faut évidemment passer par des choses qui sont peut-être plus simples en termes de digitalisation, mais qui sont la condition sine qua non pour le fait que des digitalisations plus poussées puissent fonctionner à terme. Évidemment, si des questions émergent sur des points particuliers que vous voyez sur ce dashboard, n'hésitez pas à poser des questions ou intervenir, ou on aura l'occasion d'en reparler plus tard si jamais vous avez des questions. Je vais laisser la suite du discours à mes collaborateurs. Bonjour à tous, merci Alexandra. Je me permettrai de faire un zoom effectivement sur la partie stratégique et rebondir sur les propos de David et Daniel aussi précédemment. Et en introduction, c'était pas téléguidé, mais je vais faire aussi un petit lien avec la langue chinoise. Le mot crise en chinois, c'est 2 idéogrammes. Le premier, c'est danger, le second, c'est opportunité. C'est un élément majeur parce que aujourd'hui, toutes les entreprises sont impactées de façon plus ou moins favorable. Pour autant, on sait que certains vont s'en retrouver bénéficiaires, car ils vont savoir saisir les bonnes opportunités. Et pour ça, aujourd'hui, ce qu'on voit avec les dirigeants qu'on accompagne, c'est qu'il y a vraiment une méthodologie, et on l'évoquait par ailleurs un peu avant, pour aller identifier ces opportunités-là, sélectionner les bonnes et ressortir grandi de cette période difficile. En général, on identifie 3 temps. Le premier temps, c'est vraiment de faire un point sur l'entreprise en elle-même, de bien comprendre maintenant comment fonctionne l'équation économique de l'entreprise, quelles sont les règles du jeu dans les marchés historiques, mais aussi dans les marchés adjacents sur lesquels on pourrait se poser quelques questions, et bien comprendre quels sont les différents scénarios de reprise d'activité. En particulier sur le marché aéronautique qui va occuper beaucoup d'entre vous, c'est aujourd'hui un élément majeur pour essayer de projeter la suite et se dire quels sont les scénarios acceptables et quelles sont les implications que ça va avoir sur le business. Parce que les leviers, et ça c'est le second temps, les leviers sont multiples. Aujourd'hui, il y a un mot qui revient très souvent, c'est le sujet de la diversification, qui est évidemment une solution très intéressante, mais qui ne conviendra pas à tous. Il y a aussi des sujets qui sont très pragmatiques, et là je reviendrai aussi sur un terme qui m'a plu et qui me parle, qui est le bon sens paysan, mais qui est de mettre en œuvre une stratégie commerciale. Certains acteurs de l'aéronautique ne l'avaient pas forcément très structuré parce que le marché était autoporté, en tout cas dans une certaine mesure. Là, l'idée, c'est comment on va pouvoir communiquer, quels sont les médias qu'on utilise, quels sont les messages qu'on porte et qu'est-ce qu'on vend à ces marchés-là. Et on peut aller aussi jusqu'à réinventer son modèle. Certains y sont prêts, d'autres moins. Et là, encore une fois, on voit qu'on va ajuster l'utilisation de ces leviers en fonction de nos situations. 2 autres leviers qui sont majeurs, et là, je ferai écho plutôt à l'introduction tout à l'heure, sur les grands programmes qui sont lancés autour de l'innovation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui sont lancés par les écosystèmes au sens large. Beaucoup de belles choses à faire et les PME ont besoin d'y participer. Et quelques sujets d'acquisition aussi, qui sont très certainement à venir.
certains les verront, et ça peut être de très belles opportunités pour certaines PME. Tous ces leviers-là, ils doivent s'évaluer sur une multitude de critères qui sont très dépendants de l'entreprise. J'en citerai deux en premier lieu, qui sont la disponibilité, bien entendu, du cash et du soutien des investisseurs quand il y en a à vos côtés, et aussi de la maturité des équipes, que ce soit les équipes techniques, opérationnelles, mais aussi commerciales, pour finalement avoir comme objectif quelle est la meilleure stratégie demain. Elle peut être d'adapter son modèle à la marge, comme de pivoter complètement. Et là, il y a encore une histoire à écrire, mais qui doit être le plus pragmatique possible en ayant la meilleure connaissance de son écosystème et des opportunités saisissables. Je rends la main à David pour la seconde partie. Tout à fait. Donc là, on va passer sur le retour d'une enquête qu'on a réalisée auprès d'une trentaine d'industriels qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc là, l'idée pour vous, c'est de voir à travers cette enquête, est-ce que ça vous donne des idées sur est-ce que j'ai pensé à tout? On retrouve aussi du coup les éléments clés que mettent en avant les industriels. Donc on démarre par un peu un nuage de mots qui remonte en partie ce qui a été dit avant, mais comment vous le vivez au quotidien. Donc à la fois le choc de devoir s'adapter par du télétravail, le fait de passer en chômage partiel, donc le mur qu'on a un peu tous pris en début d'année. Et puis derrière ça, les notions d'agilité qui reviennent très très fort, de numérique, de capacité, enfin de facteur humain en fait, avec l'engagement, la notion d'IRP, le fait de maintenir une bonne communication avec des rituels. L'enquête montre aussi que vous êtes tourné vers les partenaires pour avoir des aides, hein. Ça c'est clair. Il y a aujourd'hui tout un écosystème entre la région, BPI France, l'UIMM, autant d'institutionnels CCI, autant d'institutionnels qui peuvent apporter des aides financières ou vous guider dans ces moments-là. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les entreprises plutôt grandes, mais aussi dans les toutes petites comme les startups, avec à la clé les moyens de passer la crise qui sont apportés. Et si on met quelques chiffres derrière ça sur l'aspect maintenant agilité, on se rend compte que vous avez été en majorité assez centré sur ce pilotage dont on parlait à boucle courte, être très concret, prendre des décisions à très court terme, même si elles ne sont pas parfaites, avec la mise en place du pilotage pour 79% d'entre vous, enfin d'entre les interrogés en tout cas, 72% qui ont mis du coup à la fois la trésor, les opérations. On a ces notions derrière d'agilité en mode industrie du futur, c'est-à-dire de moderniser son système industriel, ce qui est quand même hors trait. Et ça, c'est embêtant, c'est l'aspect digital. On est à 45% des sondés qui sont appuyés sur du digital. Et c'est le message qu'on voulait vous faire passer. De la même manière que dans l'organisation industrielle, on a des gros investissements CAPEX qui mettent du temps, mais on a aussi la politique des petits pas tous les jours dans les ateliers avec des petites actions d'amélioration continue. Le digital, c'est pareil. Il y a l'ERP d'un côté et des grosses solutions qui sont des projets très structurants à forte valeur, mais qui prennent du temps. Mais à côté de ça, vous avez des petits pas possibles sur comment je crée mes indicateurs facilement, comment je digitalise par des solutions SaaS notamment. Donc, s'ouvrir à ces solutions qui se mettent en quelques jours et qui ont un impact en 3 à 4 semaines, c'est apporter de l'agilité supplémentaire. Et on voit dans ces chiffres que clairement, c'est pas assez répandu aujourd'hui. L'enquête, après, interrogée sur l'aspect stratégique. Donc là, on est dans l'aéro et effectivement, l'aspect, c'est ce que vient de dire Fabrice, l'aspect changer de business model, pivoter complètement, c'est dans un secteur où on est sur des donneurs d'ordre qui ont maintenu la supply sur une très forte croissance ces dernières années. C'est pas le plus facile à faire. On a déjà des actions
à plus court terme qui sont de piloter le commercial, qui peuvent rapporter. Et en tout cas, si on pivote, si on change de stratégie, vous envisagez à 72% le fait de le faire en s'appuyant sur votre écosystème et sur d'autres acteurs. Donc, quelque part, il y a 1 sur 2 d'entre vous qui envisagent de changer, mais en tout cas, vous le faites majoritairement en vous appuyant sur votre écosystème, et c'est plutôt sain de pas le faire seul. Maintenant, la difficulté sur une stratégie, c'est de passer à l'action, et on voit sur le graphe du bas on est plutôt au milieu du gué. Est-ce qu'on est prêt pour adapter sa stratégie? On est dans une période aussi, le Covid a démarré en mars, où les stratégies sont en train de se penser. Donc le but maintenant, ça va être le passage à l'action. Je passe la main à Alexandra sur la suite. Alexandra, tu es en muet? Ouais. Oui, désolée. Oui, donc moi j'ai voulu cibler le retour de l'enquête, c'est évidemment sur la partie plutôt innovation et digital. Donc sur la partie cybersécurité, je voulais faire un petit point. Il n'y a que 16% du retour des personnes qu'on a interviewées qui sont en alerte sur la partie cybersécurité et sur le fait que il ne faut pas faire tout et n'importe quoi pendant le rebond par rapport à la cybersécurité justement. 43% des industriels reconnaissent qu'une structure SI est stratégique, et ce point-là est assez intéressant puisqu'il y a encore je dirais 1 an de ça, je pense qu'on avait que très peu. Il y a encore beaucoup de personnes et beaucoup d'industriels qui pensent que la structure SI et l'infrastructure en particulier est un centre de charge, donc des coûts, et non quelque chose qui pourrait vous apporter de la structure. Et je trouve que c'est plutôt encourageant d'avoir 43% à ce niveau-là. 58% reconnaissent qu'il y a eu des lenteurs business qui auraient pu favoriser lors des temps forts, donc typiquement après le premier confinement et avant le deuxième, où là il aurait fallu mettre un petit coup d'accélérateur, et ils n'ont pas pu parce qu'ils étaient un petit peu bridés par leur système actuel. 72% reconnaissent évidemment et ont conscience du levier usine du futur, que ce soit par les aides ou par les dispositifs que Marc nous a présentés au début et que David a soulevé tout à l'heure. 35% ont profité du confinement pour définir une stratégie digitale, et ça je trouve ça assez intéressant. Dans les personnes qu'on a rencontrées, qu'on a interviewées, il y a beaucoup d'entre eux qui ont profité du temps finalement qui leur était réservé pour se pencher sur des choses qui repoussaient, puisque pas dans la création forcément de valeur à court terme, et donc c'est assez encourageant de voir que 35% ont profité de ça aussi pour finalement passer du temps qu'ils avaient à définir une stratégie. Et pour finir, 90% veulent profiter des différents plans de subvention. Je pense que ça, de toute façon, on est tous d'accord là-dessus. On est vraiment accompagnés, et c'est une bonne chose, que ce soit évidemment en Nouvelle-Aquitaine et aussi sur le plan national. Et on ne peut que féliciter cette démarche de pouvoir nous accompagner au mieux dans notre stratégie de rebond et dans notre stratégie de digitalisation. Je vais laisser passer à Daniel. Merci Alexandra. Alors, je partage complètement, puisque dans l'enquête que nous avons menée conjointement auprès de ces 30 industriels, effectivement, beaucoup de ceux que moi j'ai pu avoir au téléphone ont mis en place du digital, et comme tu le disais justement, il y a des choses simples qui peuvent être mises en place avec des résultats mesurables tout de suite, et notamment je vois les demandes que l'on a nous au travers de nos rencontres. Ce sont des choses qui vont en assistance par exemple de nos managers, où le management intermédiaire est souvent un point faible dans l'organisation, et donc des outils digitaux pour les aider dans leur quotidien, à manager leurs opérations, c'est vraiment un bon investissement, on va dire, qui est faible, mais qui a derrière un très grand retour sur investissement. Un retour sur investissement très court. Bien. De mon côté, en fait, on était plutôt sur le suivi de cette enquête. C'était finalement qu'est-ce qu'on peut attendre en plus, quelles sont les attentes de demain. Alors, dans 75% des personnes interviewées, ils attendent en fait d'être visibles, de la filière, que la filière, alors Aerospace Valley, autres, les aide pour les rendre visibles. On a parlé tout à l'heure de diversification. Enfin, être visible
pour aller finalement, le point commun, c'est chercher du business. Donc, être visible d'autres clusters, parce qu'ils se disent, finalement, dans l'aéronautique, nous avons des compétences qui peuvent peut-être être utiles ailleurs, dans d'autres filières, et elles ne le savent pas. La filière peut-être nous aider aussi à aller aborder d'autres régions, d'autres pôles, d'autres pays, mais également des synergies au sein même de la filière. C'est-à-dire que bien souvent, j'ai entendu des remarques où on dit, voilà, nous, on développe des solutions, et c'est amusant, mais personne ne les utilise dans la filière. Donc, comment est-ce qu'on pourrait… des entreprises vont chercher bien loin des solutions, que s'il faut, ils les ont près de chez eux. Donc, comment est-ce que la filière pourrait mailler, faire connaître les compétences qu'il y a à l'intérieur de la filière elle-même. Et puis après, c'est aussi peut-être la filière, notamment Aerospace Valley ou autre, a peut-être des contacts privilégiés avec des grands acteurs de l'aéronautique, et c'est de leur permettre de donner à des entreprises plus petites plus de visibilité de comment sera le marché demain. Alors bien sûr, sans s'engager, bien évidemment, mais de pouvoir donner un petit peu plus de visibilité pour savoir un petit peu combien de temps on va devoir serrer les dents, comment on va devoir se réorganiser. Ça donnerait quelques échéances. Un petit peu comme un plan industriel et commercial, on sait très bien qu'il n'est jamais juste, mais il donne une vision à 1 an, à 6 mois ou à 1 an ou à 18 mois. Bien. Donc ça, c'était 75% des personnes interviewées qui m'ont demandé, enfin, qui souhaitent que la filière les aide d'une manière générale à être plus visible. Un tiers, un peu plus d'un tiers, attendent finalement une représentativité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de PME et en fait disent toutes seules dans notre coin, on a beau gesticuler, on nous entend pas. Donc on attend peut-être que la filière, sous-entendu Aerospace Valley, soit un peu notre porte-drapeau. Alors notre porte-drapeau auprès d'autres pôles. On l'a vu tout à l'heure, peut-être pour à des fins plus de business, auprès de la région, pour quelles sont les aides, flécher les aides. Je remercie Marc tout à l'heure de les avoir présentées pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais il existe aussi des aides dans les autres régions de France, et où il y a aussi de l'aéronautique, pour les aider à monter les dossiers. Donc ensuite, ils veulent être représentés auprès peut-être du gouvernement en disant comment est-ce que la filière pourrait nous aider à négocier massivement des exonérations, comme ça se fait dans d'autres secteurs d'activité, reporter des cotisations, prolonger ou avoir des conditions de remboursement plus favorables pour le PGE. Et puis auprès aussi de la formation. En fait, on sait combien il est dur de trouver des compétences, comment il est dur de les développer, et une crise comme ça sur le secteur de l'aéronautique, tout d'un coup risque de voir plein de compétences partir, et on ne pourra pas les retenir. Et comment faire pour éviter de ne pas perdre ces compétences, ou du moins se mettre en mouvement pour pouvoir reformer des gens à un moment donné quand l'activité sera sous un meilleur jour. Voilà. Je laisse la parole au suivant. Bonjour à tous, je suis très heureux de participer à ce webinaire. Alors moi, je vais être comme Serge tout à l'heure très concret, parce que comme pour beaucoup d'entre vous, le premier confinement de mars a eu un impact violent sur notre société. Du jour au lendemain, nos clients ont fermé leurs portes, n'acceptant plus nos équipes et nos produits. Alors AT Industries conçoit et fabrique des accès techniques, des escabeaux, des passerelles pour assurer la maintenance sur les avions, les bateaux, les trains. La société a été créée en 2009. Nous travaillons avec de grands groupes tels que Air France, Bombardier, la SNCF, le groupe Beneteau. Et nous avons dépassé les 3 millions de chiffres d'affaires en 2019 avec un effectif de 25 personnes. Ça représentait en fait 30% d'augmentation de notre chiffre sur une année. Après avoir pris les décisions de survie qui s'imposaient, demande d'activité partielle et une négociation pour la mise en place d'un PGE, nous avons enclenché les phases de rebond, comme évoqué précédemment. On a commencé par remobiliser nos équipes. C'était important de leur montrer qu'on était là, mais qu'on comptait aussi sur eux pour l'avenir. On a cherché à obtenir aussi des informations auprès de nos clients pour tenter d'avoir un maximum de visibilité.
On a relancé l'activité en nous adaptant aux demandes des clients, qui étaient faibles dans un premier temps. Puis on a décidé de tirer le meilleur de cette période difficile. On devait absolument utiliser ce temps faible pour revoir notre stratégie, gommer nos lacunes, améliorer nos points forts, tout remettre à plat. Convaincu de l'opportunité à saisir, on a communiqué avec nos équipes et échangé avec nos différents partenaires. Parmi tous les acteurs de notre écosystème qui ont été très présents, je pense à la région, à BPI, au MEDEF, à la CCI, l'UIMM a mis en place localement le parcours filière aéro. Il s'agissait d'un diagnostic d'entreprise réalisé avec 2 sociétés spécialisées, Aneto et OPO. Le fait d'évoquer cette stratégie autour de nous, ce diagnostic a été une révélation pour nous. Il a permis de confirmer nos convictions, notamment en termes commerciaux, d'appuyer sur nos lacunes et de soulever une multitude de points dont nous n'avions pas conscience. Les intervenants travaillant à nos côtés nous ont impressionnés par leur rapidité de compréhension de notre environnement, par leur capacité d'écoute et d'échange, puis par la manière d'être méthodique, très méthodique, d'appréhender chaque sujet pour avancer. Chez nous, donc, la répartition du travail s'effectuait de la manière suivante. Aneto sur la partie développement commercial, avec pour objectif de travailler avec de nouveaux clients et de reconquérir peut-être des anciens. Et OPO pour la partie opérationnelle, avec pour objectif d'améliorer notre gestion d'affaires et de réduire les coûts. Il est primordial pour nous de travailler ces 2 sujets en parallèle, car notre optimisation opérationnelle va nous permettre d'accéder commercialement à de nouveaux marchés. Pour le développement commercial, on a avancé de manière très logique en repartant du processus actuel, puis le ciblage de prospection avec un travail sur le discours commercial, et enfin le lancement de la dynamique de prospection. Pour la transformation industrielle, on se concentre sur 4 axes. L'amélioration du processus de gestion d'affaires, afin de gagner du temps et de la qualité de travail. La mise en place du pilotage de la performance, ce qui était presque inexistant en fait chez nous. La standardisation de certains produits ou de sous-ensembles. Alors, sujet qui peut paraître paradoxal chez AT Industrie, alors que nous sommes des spécialistes du spécifique. Puis, suivi de la charge capacité en production, montage et au bureau d'études. Donc, ce plan de transformation est en cours. Il est commencé depuis quelques semaines et se terminera en février. Pour une petite structure comme la nôtre, c'est un tsunami. Chaque service, chaque personne est concernée. Et les effets sont presque immédiats. Nous utilisons nos ressources à bon escient et nous répondons aux attentes de nos équipes. Nous sommes convaincus de sortir plus fort de cette transformation. On va gagner en rentabilité, limiter notre dépendance à l'activité transport, étendre notre rayon d'action, consolider nos fondations pour repartir vers un développement maîtrisé. Et tout ceci en favorisant une culture de l'amélioration au sein d'AT Industrie. Comme vous le comprenez, nous sommes prêts pour les temps forts et nous sommes à votre disposition pour échanger. Voilà, je te laisse la main à Julien, je crois. Bonjour, tout à fait, merci beaucoup. Alors, merci, bonjour à toutes et tous. Julien Maranon, Ecomicro, merci pour ce temps de témoignage. Je prends la suite pour vous parler de notre activité et effectivement notre réaction aussi, la réaction de nos partenaires et clients face au Covid. Donc, Ecomicro, c'est une entreprise de collecte et de traitement pour les déchets électroniques qu'on appelle D3E. Alors, on les reconditionne et on les recycle. Donc, on intervient auprès du territoire pour les entreprises et industries. Les déchets électroniques, alors quelques mots parce que c'est un terme un petit peu obscur. C'est aussi bien le parc informatique comme la machine-outil qui n'est plus fonctionnelle, ou bien des rebuts ou des chutes liées à une activité de production ou de maintenance. Donc, c'est ce qui donne l'opportunité aussi de travailler avec un réseau de clients et de partenaires assez variés. Et dans le concret, c'est aussi bien un PC qui est réformé, qui ne marche plus, comme une antenne relais de télécom, ou un radar de l'aéro.
Je vous dis ça parce qu'effectivement, c'est davantage votre territoire. 2020, bon, je ne vais pas revenir dessus, une année complexe, une année de crise avec ce Covid, qui a eu plusieurs conséquences pour nous. La première, c'est comme un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire, on a accéléré nos stratégies d'innovation et de digital. La deuxième conséquence très concrète, c'est qu'on a perçu une vraie prise de conscience de la part de nos partenaires et de nos clients sur la nécessité d'avoir une action ou une gestion beaucoup plus responsable de leur parc SI. Et ça a pris plusieurs traductions à travers ce qu'on propose au quotidien. La première traduction, cette gestion responsable, elle s'est portée sur l'importance de bien recycler au niveau environnemental. Donc, on a beaucoup de clients qui se sont tournés vers nous, soit parce qu'on les connaissait très bien, soit qui se sont tournés vers nous pour la première fois parfois, pour faire appel à ce service de recyclage, parce que ils avaient le souhait particulier de s'assurer que les déchets qu'ils produisaient ou les matériels qui n'étaient plus fonctionnels partaient bien sur le territoire national et même régional pour être démantelés et pour faire des matières premières recyclées, parce que c'est ce qui se passe à l'issue de notre process. Et c'est vrai que voilà, c'est pas forcément ce qu'ils avaient comme solution à ce moment-là, c'était souvent de la destruction, des solutions classiques de gestion des déchets. Et ils avaient besoin de quelque chose qui avait encore plus de sens et de valeur et de lisibilité. On va faire clairement partie aujourd'hui des meilleurs bilans écologiques au niveau des entreprises en national qui traitent le D3E, et avec une traçabilité voilà, très, très particulière qui garantit d'être conforme au RGPD et à toutes les lois. Heureusement pour le système, mais malheureusement aussi pour nos quotidiens qui sortent régulièrement, comme la loi économie circulaire, la loi transition. C'est vrai que toutes nos entreprises doivent y répondre. Donc, on accompagne les boîtes à répondre à tout ça. Le deuxième point qu'on a tous connu, c'est le télétravail. Super, je suis revenu. Le deuxième point, c'est le télétravail, où effectivement les sociétés se sont tournées vers nous parce qu'il y avait besoin de s'équiper en matériel informatique pour leurs collaborateurs qui n'avaient pas forcément 2 PC, un pour le bureau, un pour la maison. Donc, ils se sont tournés vers nous pour la dimension reconditionnée. On reconditionne beaucoup de matériel. Donc, soit ils nous ont demandé de reconditionner directement une partie de leur parc informatique, parce que ce n'est pas leur compétence. Et du coup, pour les redistribuer aux salariés ou même parfois de faire des dons, parce que ça s'inscrit dans les politiques RSE. Ou de nous acheter du matériel reconditionné pour les mettre à la maison et pour permettre à chacun de travailler dans de bonnes conditions. Pourquoi le reconditionner? C'est vrai qu'il y a l'élément immédiat économique, c'est 80% à peu près moins cher nous, dans ce qu'on propose par rapport à du neuf. L'impact écologique, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément autant, mais c'est 1,8 tonne de matériaux qui sont économisés et 1500 litres d'eau qui sont économisés pour chaque PC. Donc, c'est tout ce qu'on a fait, ça a permis d'accompagner les boîtes dans leurs actions de sobriété numérique et en réaction par rapport à cette crise du Covid dans leur stratégie RSE. Et je crois que mon temps de parole est déjà écoulé. Du coup, je vous relaisse la main. Je laisse la place à Alexandra. Merci beaucoup. Merci Julien. On t'entend pas, Philippe. Merci Julien pour ce témoignage. Nous avons un petit peu empiété sur le temps du webinaire, mais bon, c'était pour la bonne cause, c'était très riche, donc nous allons vite passer aux questions. Alors j'ai une première question pour Daniel. Daniel, pourriez-vous redonner vos KPI de management opérationnel? Daniel Touéry, ouais. On ne t'entend pas, Daniel. On va passer à la... Ah, c'est bon. Non, on ne t'entend pas, Daniel. On a la présentation. C'est bon. Voilà, on les mettra dans la présentation.
Ok, très bien. Bon, ben, vous les aurez dans la présentation. Une autre question. Nous avons vu que les entreprises flexibles ont su mieux traverser la crise. Y a-t-il des retours d'entreprises qui ont saisi de nouvelles opportunités de marché? Exemple, relocalisation, réinternalisation d'activités, diversification, rachat. Voilà, donc ça, c'est une question qui vous est adressée à tous. Qui veut prendre la parole? Allumez vos micros, pensez à allumer vos micros. Je peux la prendre effectivement parmi certains de nos clients. Rapport à une charge d'activité qui était sous-traitée à l'extérieur parce que pour des questions de coûts finalement avec une meilleure organisation puis surtout une charge qui diminuait en France, ils ont réintégré les productions qui sous-traitaient avant dans d'autres pays un peu plus exotiques. Donc la réponse est oui. Mais en ayant une organisation qui soit capable de produire avec des coûts à des coûts raisonnables. On voit aussi des industriels qui en profitent pour revoir l'empreinte industrielle, pas uniquement pour réduire la voilure, hein, c'est aussi pour en profiter pour revoir la pertinence de chaque site par rapport soit aux produits, soit au secteur. Donc, transfert industriel, rationalisation en fonction de l'ADN de chaque site et de sa capacité à intégrer ces transferts relativement vite, quoi. Ok, encore. Et peut-être juste pour compléter, sur les acteurs que nous on accompagne aussi, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de mouvements de consolidation, soit subis, soit au contraire choisis, et qui fassent partie d'une stratégie, mais plutôt sur l'année 2021. Donc c'est des mouvements qui sont en train de se préparer, mais aujourd'hui il y a des choses qui sont en train de se passer petit à petit. Bien, je pense que c'est une bonne conclusion. Nous remercions Smart Cadet et Aerospace Valley, remercie l'ensemble des participants. Vous êtes encore nombreux à être connectés malgré l'appel de la fin, et ça, c'est bon signe. Nous avons retenu qu'il fallait embarquer les hommes, qu'il fallait se faire aider, qu'il fallait s'impliquer. Effectivement, ça ne vient pas tout seul, mais ça, je pense que et nous avons des acteurs dans l'écosystème, et y compris à la fois des acteurs dans l'écosystème, la région, pour vous aider dans toutes ces démarches. Merci pour toute cette transparence et tous ces beaux témoignages. Ça donne la pêche. Ça donne la pêche en cette période où nous en avons tous besoin, et peut-être que c'est un signe du destin, un Noël avant l'heure. Donc, Charlotte, si tu veux compléter. Je voulais simplement vous remercier tous les intervenants. Et si vous voulez continuer à poser vos questions aux personnes présentes dans ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter et vous aurez toutes les informations directement dans la présentation. Merci à tous. Merci et au revoir. Au revoir.